Voilà, on enregistre. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, donc, nous allons parler effectivement des économies d'eau, dans le secteur de la santé avec 2 intervenants qui vont, présenter un petit peu leur démarche, et leurs réflexions sur ces questions-là qui proviennent donc de services, plutôt périphériques, aux établissements hospitaliers tels que la cuisine et la blanchisserie. Comment va se dérouler ce webinaire, on va commencer par une présentation de la mission, que je porte, au sein du DCS en tant qu'économe, sur les questions de l'eau. Je vais vous présenter un certain nombre de chiffres clés sur la consommation d'eau en établissement de santé et les services périphériques. On enchaînera sur, un petit peu les enjeux, environnementaux et les enjeux plutôt globaux autour des consommations d'eau. Nos 2 intervenants présenteront, chacun à leur tour leur démarche, les démarches qu'ils ont engagées au sein de leurs établissements. Et puis on finira par un temps d'échange évidemment, le but voilà, c'est que ce soit participatif et que vous puissiez tous et toutes, présenter un petit peu ce que vous pensez, ce que vous souhaitez faire, éventuellement si vous avez des projets futurs, et cetera. Voilà. La mission, de l'eau, au sein du GCS Achat Santé Bretagne, elle consiste vraiment à l'accompagnement des établissements de santé dans leur démarche. Donc moi, j'ai 3 principales, missions que je porte avec plusieurs, sous-missions, on va dire. Donc une première mission de visite et de diagnostic avec des présentations de préconisations, éventuellement aussi la construction d'un marché d'achat. Sur cette mission-là, en fait, j'interviens simplement dans les établissements, je leur rends visite. Donc ceux qui sont venus vers moi, qui ont demandé une aide, notamment sur, su pour, voilà, ils ont une problématique, je sais pas, de surconsommation, de fuite, comme vous avez pu le présenter tout à l'heure pour certains d'entre vous, ou tout simplement une volonté, en tout cas, de s'engager sur une démarche de sobriété pour anticiper, les la perte de la ressource. Donc voilà, moi après avoir été contactée, je rends visite donc à l'établissement, j'observe un petit peu, ce qui se passe, sur le terrain avec, par exemple, les sanitaires qui sont équipés, les équipements, aussi de robinetterie, et cetera. J'observe éventuellement des fuites, qui peuvent être, observables évidemment. Et puis après avoir, relevé tout ça, pris, des notes, des photos, et cetera, je présente un rapport, de pré-diagnostic. En fonction de l'exigence de l'établissement, ça va plus ou moins dans les détails, mais le but, c'est, vraiment de présenter des actions clés en main avec, un budget, une proposition d'accompagnement aussi d'aide, à la construction d'un dossier de demande de financement. Et le but, voilà, c'est d'essayer d'accompagner au maximum les établissements dans leur démarche, avec, quand même au départ, l'objectif était quand même de faire une différente typologie d'établissements. Jusqu'à maintenant, j'ai visité un EHPAD, j'ai visité donc la blanchisserie, où travaille monsieur Baron, j'ai visité aussi un établissement psychiatrique et cetera. Le but, c'est vraiment d'avoir un certain nombre de typologies d'établissements pour pouvoir ensuite, faire un petit peu des diagnostics types qui pourront être reproductibles, pour chaque établissement de façon peut-être plus autonome. Comme je suis pour l'instant toute seule, sur la Bretagne et pour l'instant en France. La deuxième mission, ça va être plutôt une mission de formation et de sensibilisation. Donc j'ai déjà formé, le réseau des CT2S, dont font partie, Fabien, et Léa. Sur les questions de l'eau, la réglementation et cetera, pour qu'eux-mêmes puissent ensuite, dans leurs établissements, développer apporter, des réponses aux différentes questions et puis aussi présenter les bonnes pratiques, et cetera, les bonnes actions. Dans cette mission-là aussi, je rédige des fiches d'action qui sont en cours de rédaction par un graphiste pour avoir un rendu un peu plus propre, mais qui sont, voilà, des fiches d'action type, par exemple, je ne sais pas, j'ai fait une fiche d'action sur, les brise-jets étoiles et leur impact, combien ça peut coûter, quels sont leurs inconvénients, leurs avantages et cetera. Donc voilà, le but, c'est vraiment de présenter au maximum les bonnes actions, qui sont faites dans ces différents établissements. À la fin, voilà, la mission 3, ça va rejoindre un petit peu ça, l'animation surtout du réseau, donc avec le webinaire que je fais, par exemple aujourd'hui, mais aussi via la participation, à un certain nombre, d'événements.
par exemple de la fédération hospitalière, de l'ANAP ou encore d'autres partenaires du C2DS et cetera. Donc voilà, c'est une mission qui est assez, plurielle et avec un certain nombre de travaux qui sont, en cours de construction. Pour les chiffres clés, donc sur les établissements hospitaliers, on compte, pour un hôpital entre 400 à 1 200 litres d'eau par jour et par lit. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle, différence? C'est parce qu'en fait, ces consommations, elles dépendent de si, l'établissement de santé présente, en son sein une blanchisserie ou s'il extériorise ou, pareil pour la cuisine ou d'autres, types et ça a aussi, enfin la consommation va aussi énormément différer en fonction des services qui sont présents dans ces établissements. Par exemple, un établissement qui n'a pas de dialyse va être, beaucoup moins consommateur qu'un établissement qui présente un service de dialyse, puisque la dialyse représente, une très forte consommation d'eau. Pour les EHPAD, ça va être plutôt autour de 150 litres, par lit et par jour, en sachant que ça, c'est la consommation moyenne d'un citoyen français, à l'année. Donc voilà. Pour, ce qui est de la dialyse, effectivement, je trouvais ça important de la mettre en avant parce que c'est un service dans les établissements de santé qui peut représenter jusqu'à 30 de la consommation en eau. Parce que ce sont des process qui sont extrêmement consommateurs, et voilà, sur lesquels on travaille aussi, sur lesquels je travaille via ma mission. Et puis, ensuite, j'ai présenté vu qu'on a 2 invités aujourd'hui, de services, plutôt externes périphériques, la blanchisserie peut représenter entre 5 à 10 de la consommation d'un hôpital en fonction de sa performance et la même chose pour, la cuisine qui cette fois-ci un peu plus élevée, qui peut représenter entre 10 à 15 de la consommation d'un établissement et en allant jusqu'à 30 parfois pour un EHPAD. Donc les enjeux qui sont, autour de la consommation d'eau, il va y avoir un enjeu, environnemental qui va être, notamment de limiter la pression sur la ressource, préserver les nappes et les cours d'eau et cetera. En sachant qu'en Bretagne, on enchaîne, en ce moment les étés avec, des extrêmes sécheresses et des alertes. Cette année, par exemple, on a été en alerte, sécheresse, à partir du mois de juin et ça ne cesse d'être, de plus en plus tôt au fur et à mesure des années. Donc il y a vraiment un gros enjeu sur la limitation de la pression, sur la ressource. Il y a aussi un enjeu sur l'énergie avec, effectivement une diminution de la consommation implique également une diminution de la consommation d'eau chaude, et donc une réduction de la consommation d'énergie, et une réduction évidemment du coup de la consommation, de la production de CO2. Donc sur l'empreinte carbone, ça peut aussi avoir un effet. Une question, évidemment autour de l'économie, donc la baisse des factures d'eau et d'énergie, surtout pour, les cuisines et les blanchisseries. Il y a aussi un impact sur la qualité des soins, puisque, le fait de réduire sa consommation d'eau ou d'utiliser en tout cas des matériaux plus hydroéconomes, ça peut aussi, pour certains cas, par exemple, la douche hydromoléculaire, ce sont des douches qui permettent de consommer beaucoup moins d'eau qu'une douche classique, qui permettent de faire la toilette, directement au lit du patient. Donc ça peut réduire aussi, ça peut garantir l'hygiène et la sécurité, des patients et des soignants, tout en réduisant aussi le gaspillage. Et puis, enfin 2 enjeux qui sont aussi très importants pour les établissements de santé, donc l'image, donc le fait de répondre évidemment aux attentes sociétales avec, les différentes démarches RSE qui peuvent exister et cetera, auprès des patients, auprès des partenaires également. Pour, l'image aussi pour les enfin le l'image est importante aussi pour, éventuellement des demandes de subventions ou des partenariats. Et puis évidemment l'anticipation de la réglementation est un énorme enjeu aussi pour, anticiper le durcissement des normes environnementales. Il y a des normes qui vont arriver, sur la question de l'eau, très prochainement. Donc, voilà, c'est essentiel de s'intéresser dès maintenant, à ces questions-là avant qu'on soit mis au pied du mur comme ça a pu l'être par exemple pour l'énergie, ou sur d'autres sujets. Voilà, donc maintenant je vais laisser la parole, à nos 2 intervenants du jour. Donc on va commencer par, monsieur David Morelière, qui va nous présenter donc la démarche, qu'il a effectuée et qu'il a portée au sein de la cuisine centrale, du centre hospitalier de Mende. Rebonjour à tous. Tout le monde m'entend? C'est bon? Donc le GIP de la cuisine centrale, c'est tout nouveau. On a ouvert en août 2023. Ça va être important par rapport aux données que je vous donnerai par la suite.
On fait que 300 000 repas par jour et on a 13 points de livraison. Heu, on fait tant de l'hôpital avec le MCO, de l'EHPAD avec les résidents, centres de loisirs, des écoles, des crèches. On a aussi une résidence pour personnes âgées et on fait je crois que c'est tout pour le moment. On peut passer à la suivante, s'il te plaît. Donc, par rapport à ça, pourquoi je disais qu'on était tout jeune? Parce que sur les consommations et cetera, j'avais demandé dès le départ à ce qu'on ait des compteurs divisionnaires. C'est arrivé sur le tard et les relevés, se faisaient pas. Donc on n'avait qu'un relevé par an. Donc, depuis 4-5 mois, on arrive à avoir des relevés mensuels. Donc j'ai pas de données, pour le moment à vous présenter sur une consommation mensuelle pour voir comment on évolue. Par contre, sur notre consommation en moyenne par mois, on est quand même à 26 cubes d'eau chaude et 95, d'eau froide, qui fait à peu près aujourd'hui 4,84 litres, par repas produit. J'ai appelé tous les collègues de lui dire, pour savoir où ils en étaient et ce que ça donnait. On est situé sur une fourchette basse, de la consommation, sachant que, ce qui peut faire jouer, c'est si on a une plonge, dans la cuisine. Nous, on a la planche pour tout le MCO et tous les bacs qui reviennent et cetera, de tous nos points de livraison. On a la planche pour le self aussi, ce qui n'est pas le cas de mes collègues, qui sont principalement sur des cuisines centrales. Ils n'ont pas le self et ils n'ont pas la plonge, pour leurs hôpitaux ou autres. Donc ça faisait quand même ils ont des chiffres plus hauts et malgré cela. Hem, la consommation d'eau chaude et d'eau froide, nous, on a ça s'appelle des circuits, identifiés et sur l'eau chaude, on a sur la planche batterie, on l'a branchée en direct sur l'eau chaude pour faire gagner du temps sur la mise en route de la planche batterie. Voilà. Sur l'autre, donc il fallait identifier quand même, les sources d'économies que l'on pouvait avoir. Là où la cuisine consomme le plus aujourd'hui chez nous, c'est sur le nettoyage des équipements et des locaux, la cuisson et les refroidissements, principalement des pâtes chez nous, et le lavage des légumes et de la vaisselle. Sur ça, sur le nettoyage des équipements et des locaux, ils avaient que des jets, ordinaires avant, donc ils arrosaient partout, ils nettoyaient, ils frottaient et ensuite ils rinçaient. On avait une très grosse consommation là-dessus. Sur la cuisson et le refroidissement des pâtes, pareil, ils remplissaient les cuves, si elles faisaient 200 litres, ils remplissaient les 200 litres, ils faisaient cuire leurs pâtes et ils versaient et ensuite ils mettaient l'eau à couler pour faire refroidir les pâtes, pendant des fois une demi heure. Donc on avait facilement un mètre cube, pardon, qui partait rien que là. Et sur le lavage des légumes et de la vaisselle, là aussi, on est en train de voir pour, créer une cuisine au sein de la Lozère qui, pourrait nettoyer tous nos légumes et préparer tous nos légumes pour l'ensemble, des CH et des EHPAD, pour faire des économies là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, chacun nettoie ses propres légumes, donc on remplit, on consomme énormément de produits et d'eau. Pour la vaisselle, aujourd'hui, à part investir dans du matériel performant, on n'a pas trouvé d'autres solutions par rapport à ça. Sachant que chez nous, contrairement à des collègues, on est tout en vaisselle, en vraie vaisselle, on n'a rien en jetable. Voilà. Donc, là-dessus, on n'a pas trouvé. Sur, l'étape suivante, hem, par rapport au nettoyage, on a trouvé une solution qui pouvait être intéressante. On a fait un essai sur, mince, juste sur le labo froid. Pour le moment, on fait que sur le labo froid. En moyenne, on est sur 200 à 300 litres par jour pour nettoyer ce labo. Et avec ce nettoyeur vapeur, il est avec un aspirateur, c'est un nettoyeur aspirateur qui a la norme AFNOR NF T72110. Sans cette norme, les services vétos vous la refuseraient, enfin pour nettoyer et cetera. L'avantage de ça, c'est qu'on est passé de ce que je vous disais entre 200 et 300 litres à 10 litres pour nettoyer la même pièce. Sans utiliser de produit, donc on fait des économies sur le produit. On a fait des tests, en laboratoire pour voir si, le nettoyage était suffisant ou pas. On a des meilleurs résultats qu'avec le produit aujourd'hui. Heu, donc voilà, donc on met le protocole à jour, on va mettre certainement ça en place pour tout le reste. Alors effectivement, ça fait prendre un peu plus de temps aux agents, ça je ne le cache pas, mais derrière, on a des résultats qui sont bien plus satisfaisants et surtout, on a une consommation d'eau qui est divisée par 30 et on n'a pas d'achat de produits. Donc pour l'environnement, c'est mieux, pour pas mal de choses, c'est mieux.
derrière, on a une consommation électrique qu'on n'a pas réussi à identifier pour voir ce que ça générait réellement aujourd'hui. On doit acheter des prises qui, je ne sais plus comment ça s'appelle, les personnes du test doivent savoir, c'est des prises pour nous dire combien on consomme à l'instant T avec ce nettoyeur vapeur. Voilà. Ensuite, sur les actions de réduction, sur le matériel de cuisson, donc on a acheté des fours de cuisson plus performants qui ont une consommation d'eau qui était intéressante. On n'a pas pris les meilleurs du marché sur la consommation d'eau. Alors je me souviens plus de la marque, j'ai essayé de retrouver, mais j'ai pas retrouvé. Il y a des fours qui sont en circuit fermé pendant la cuisson vapeur. Quand vous faites des cuissons de nuit, ça réduit par 10 la consommation d'eau. Une cuisson de nuit en vapeur, vous avez plus de 100 litres qui part, alors que là, ils étaient en moyenne à 10 litres. Donc voilà. Ensuite, on a, par contre, avec ces fours-là, aujourd'hui, on arrive à cuire tous nos légumes dans le même four et on a des programmes différents en fonction des légumes qu'on rentre et le four va sonner pour une fois que les haricots sont cuits, les carottes sont cuites, une fois que les pommes de terre sont cuites, etc., etc. Donc ça nous permet de faire des économies là-dessus. Mais voilà, c'est ce que je disais, c'est pas un programme de cuisson, mais c'est un programme de cuisson spécifique à chaque légume. Pardon. Pour la diapo suivante. Sur la consommation, donc, on a mis en place un compteur divisionnaire depuis 1 an et demi. Au départ, c'était que sur l'eau froide, maintenant on l'a sur les 2 et on fait des relevés mensuels, comme je vous disais, depuis quelques mois, afin de suivre vraiment l'évolution et de voir si on est de mieux en mieux. Alors on était mieux, entre les premiers 6 mois et l'année, à niveau constant, on était meilleur. Et là, ce qu'on va voir, c'est comment on évolue de mois en mois avec les actions qu'on va mettre en œuvre pour voir vraiment quelles sont les retombées. Sur la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, les bonnes pratiques qu'on a recommandées ici chez nous, c'est qu'on a installé des mousseurs sur les robinets, ce qui n'était pas fait. C'est peut-être un détail, peut-être que tout le monde l'a, mais chez nous, en tout cas, ce n'était pas fait. Donc, sur tous les robinets qui servent pour les lave-mains, parce qu'en cuisine, c'est là où on consomme aussi beaucoup, beaucoup d'eau, c'est sur les mousseurs, parce que grosso modo, toutes les demi-heures ou toutes les heures, en fonction de ce qu'ils font, ils se lavent les mains. Et l'autre chose qu'on aurait pu investir, mais là, il fallait changer ça coûtait beaucoup plus cher, il faut changer tous nos éviers, nos lave-mains. C'est une commande, au lieu que ce soit fémoral avec un bouton qui, mécaniquement, fait couler de l'eau pendant 10 à 15 secondes, c'était une commande, à pied où, dès qu'on appuie, ça coule et une fois qu'on lâche, ça s'arrête. Et parce qu'on a fait un test, sur un élément comme ça et pareil, on divise par 5 la consommation d'eau. Ensuite, dans les toilettes, utiliser des réducteurs. Pardon, hop, juste avant, désolé. On a formé les équipes à la réduction de l'eau. Donc maintenant, depuis qu'on a mis ça en place, je fais un point, en début de mois pour leur dire: «Voilà où on en est, voilà notre consommation aujourd'hui. Heu, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous avez des idées pour réduire?» Et donc on fait un échange une fois par mois d'1/4 d'heure, pour parler de ça. Sur la production, on a retravaillé les recettes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur les fiches techniques, par exemple pour la cuisson du riz, pour la cuisson des pâtes, pour, plein d'autres choses, ils ont la quantité d'eau à mettre pour, cuire les pâtes ou le riz. Sur nos sauteuses, nos marmites et cetera, vous pouvez programmer en disant: «Il me faut 100 litres», ben, vous programmez la sauteuse, vous lui dites qu'il faut 100 litres, elle va mettre 100 litres dans la cuve et non plus comme avant où il remplissait. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on fait pour, 40 kilogrammes, il va falloir 400 litres d'eau. Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais grosso modo, c'est ça. Et si on a besoin de 50 kilogrammes de pâtes, il va nous mettre 500 litres. Donc on a une consommation qui est plus juste. Alors c'est des petites économies, mais mis bout à bout, ça fait quand même une grosse, grosse différence par rapport à ce qu'on consomme à ce que l'on consommait il y a 3-4 ans. Voilà, donc sur les recettes aujourd'hui, il y a ça, donc le cuisinier sait exactement la quantité d'eau qu'il faut pour cuire, et voilà pour cette partie-là. Non, donc sur les outils, les audits, donc on a mis un nouveau logiciel de gestion de production et de commandes et cetera. Cela nous a permis aussi derrière de réduire notre gaspillage alimentaire, donc qui dit réduction du gaspillage alimentaire dit réduction aussi de notre consommation d'eau. Heu, donc on a travaillé énormément là-dessus. On fait des audits assez réguliers donc sur notre consommation et les pratiques de chacun. On a des agents encore aujourd'hui qui, quand ils arrosent, la cuisine pour, mettre le produit et cetera,
ils mettent beaucoup trop d'eau, donc on fait un contrôle. Et ensuite, pour vérifier que tout ce que l'on fait, c'est bien, bon, ça c'est obligatoire, c'est les plans de contrôle et analyse chimique et biologique de l'eau. Donc vraiment ce truc aussi de la réduction du gaspillage alimentaire, on l'a vraiment senti parce que ça fait depuis l'ouverture du GIP qu'on travaille dessus. On a énormément réduit, donc là par contre, on en a des audits réguliers là-dessus et sur le self aujourd'hui, on a un audit, enfin on fait le relevé tous les jours et en 1 an et demi, on est passé de 180 grammes par personne à 63 grammes de gaspillage alimentaire. Donc derrière, nous, en consommation d'eau, aujourd'hui, on va voir la différence. À la fin de l'année, on aura par rapport à l'an dernier et on saura exactement ce que ça a fait. Voilà. Et je crois que pas mal. Donc en conclusion, pour réduire la consommation d'eau en cuisine centrale, c'était possible et essentiel grâce à une analyse fine des usages. Donc il faut bien discuter avec les équipes. Les formations, c'est importante. Les points réguliers, nous, on fait qu'une fois par mois. Peut-être qu'une fois par semaine, ça serait mieux. En tout cas, aujourd'hui, nous, on le fait comme ça. Et surtout avoir un relevé mensuel des consommations d'eau. On se rend compte qu'en faisant le point et en disant vraiment aujourd'hui vous consommez 5000 litres par jour, donc on a mis une affiche à chaque fois, à la fin du mois on met une affiche pour dire combien ils ont consommé, combien ils consomment en moyenne par jour. Ça les marque vraiment, ça les choque pour la plupart et donc on a plus d'agents qui sont sensibles à cela et qui font attention et qui permettent quand ils voient qu'il y a des débordements sur certains qui arrosent trop ou qui ne font pas attention à l'eau, etc., vont leur rappeler à l'ordre. Donc derrière, vous allez avoir un moindre impact environnemental, vous allez préserver la ressource en eau. Par chance, chez nous, on n'a pas de sécheresse comme on peut avoir ailleurs, sur la Lozère, pour le moment, on touche du bois. Mais malgré tout, on sait que la consommation d'eau potable est très, très précieuse, donc on fait tout pour la limiter. Donc après, vu qu'on a un GIP, on a les coûts exacts de ce que l'on consomme, donc ça c'est bien. Donc on met aussi en avant la réduction des coûts. Et derrière, l'implication du personnel est très, très bien et c'est un vrai moteur pour faire avancer l'équipe sur plein de projets, mais notamment sur ça. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce que nous faisons aujourd'hui. Mais si vous avez des questions, je suis disponible. Merci beaucoup, David, pour la présentation. Pour les questions, on va voir juste après la présentation de monsieur Baron et voilà, merci beaucoup. Ouais. À vous, Je réactive le micro. Bonjour à tous. Bon, j'ai pas une présentation aussi belle qui vient d'être faite. En fait, donc, je présente la blanchisserie interhospitalière de Cornouailles, située dans le Finistère Sud, qui travaille pour des établissements adhérents au GIP, donc qui sont principalement des hôpitaux, donc le centre hospitalier de Quimper en premier lieu, Sud Douarnenez, Sud Pont-l'Abbé et puis Sud psychiatrique de Quimper. À côté de ça, nous délivrons également des maisons de retraite, qui sont celles d'Audierne, Pontcroix, enfin nombreuses sur le territoire également, et puis une partie de la ville de Quimper également. Donc tout ça, ça représente 10 tonnes de linge traité au quotidien pour notre établissement, avec un panel d'activités qui a une incidence sur les consommations d'eau, puisque nous avons une partie de l'activité qui est du linge hôtelier industriel, donc les draps, les torchons et tout ce que vous pouvez trouver autour du lit, notamment les vêtements des personnels. Mais on a aussi une activité dans laquelle on dessert 1300 lits d'EHPAD, où là, on traite du linge plutôt civil, qui est celui que portent les résidents. Donc voilà pour la présentation de la blanchisserie. Alors je ne sais pas si je suis le plus légitime pour présenter les économies d'eau donc sur le territoire breton, hein. Guillaume qui est présent a eu un prix décerné pour son travail pour les économies d'eau. Donc nous on n'en est pas là. Moi je dirais qu'en premier lieu, tous les résultats qu'on a obtenus, ils se font dans le temps. Nous, on a la chance, puisque la blanchisserie date de 1980, on a des relevés des évolutions des consommations d'eau sur une longue période, hein, on les a là. On ne réussit, je dirais, à faire des économies d'eau que par une partie de l'investissement, une partie d'amélioration d'organisation pour pouvoir bénéficier de ce travail d'économie d'eau. Il y a une notion importante qui est le volume de la blanchisserie. Effectivement, on voit que sur les
outils bretons, les outils mutualisés qui sont des blanchisseries qui font plus ou aux alentours de 10 tonnes par jour. On a vraiment un gain sur les économies, que ce soit l'eau et l'énergie. Il faut des gros outils. Pourquoi? Parce que, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a deux façons de laver du linge, hein. Je dirais il y a une façon comme à la maison dans des laveuses essoreuses, où on va consommer plus d'eau, ou des process industriels qu'on appelle des tunnels de lavage, qui sont des gros outils qui peuvent traiter une tonne de linge à l'heure, qui eux sont calibrés pour avoir des consommations d'eau qui sont beaucoup plus basses. Tout à l'heure, je disais qu'effectivement, le panel de linge qui est traité peut avoir une incidence. Effectivement, aujourd'hui, majoritairement, le linge de résident est traité en laveuse. Donc, si vous avez beaucoup de linge résident à traiter, vous avez des laveuses et donc beaucoup plus de consommation d'eau. Une laveuse, aujourd'hui, va consommer aux alentours de 12 litres kilo d'eau pour le linge résident, alors qu'un tunnel de lavage bien réglé va être aux alentours de 3,5 litres, 4 litres kilo d'eau consommée pour traiter le même poids de linge. Donc vous voyez, il y a un rapport de 1 à 3 pour la prise en charge du linge. Donc nous, aujourd'hui, à Quimper, on a 2 tunnels de lavage et 3 machines laveuses et soreuses pour traiter le linge. Donc l'activité, c'est vraiment une notion importante. Nous, voilà, on vous retrouvait tout ce qu'on a pu étudier avec Serena lors de sa visite chez nous. Donc nous, on a travaillé effectivement sur les rejets, alors, sur le suivi, l'enregistrement. On l'a dit tout à l'heure, suivre des indicateurs, c'est important. Alors nous, on en suit plusieurs. On suit les relevés quotidiens de nos tunnels de lavage, parce que c'est eux les plus gros consommateurs d'eau, hein. Aujourd'hui, alors en 2015, on était à peu près à 90 mètres cubes d'eau consommée par jour. En 2025, 10 ans plus tard, avec le changement de matériel, avec le cadencement et l'organisation mise en place, on n'est plus qu'à 65 mètres cubes. Donc vous voyez, on a une diminution qui est importante sur la période. Sur ces 65 mètres cubes, il y a 40 mètres cubes qui sont consommés par nos 2 tunnels de lavage. Il y a une dizaine de mètres cubes qui est consommé par les laveuses. Après, on produit de la vapeur pour 5 mètres cubes d'eau consommée par jour. Et puis le reste, c'est tout ce qui est sanitaire et autres. C'est vrai que vous verrez peut-être tout à l'heure dans la présentation les consommations d'eau sur différents sites, sur différentes blanchisseries. Dans les données que moi j'ai communiquées, j'ai pris l'ensemble de la blanchisserie parce que c'est ce qui fait ma facture. Souvent, les blanchisseries ne vous vont donner que la consommation liée au process. Mais moi, je considère que, comme par exemple, on a une cuisine ici, on a des sanitaires et autres, on consomme aussi des mètres cubes d'eau pour toutes ces activités-là. Pour ce qui est propre à notre process, effectivement, on suit les paramètres. On a des traitements des rejets, des contrôles réguliers qui sont faits par la SOR, vers qui on évacue nos effluents, par l'ADREAL aussi, qui nous suit en tant qu'installation classée pour la protection de l'environnement. On a un outil informatique qui nous permet de suivre les consommations d'eau aussi via les tunnels de lavage. Et puis, on a un projet d'achat d'un nouveau tunnel de lavage qui lui aussi va aller, comme je disais tout à l'heure, l'investissement est important pour aller dans le sens de réduction des consommations d'eau. C'est un tunnel de lavage qui a une capacité qui est plus importante que celui qu'on a actuel. Donc, on fera moins de l'eau de lavage, et qui dit moins de l'eau de lavage dit moins de consommation d'eau et moins de consommation d'énergie également. Dans nos axes d'amélioration de process et de consommation d'eau, en fait, la blanchisserie, elle date de 1980, je l'ai peut-être dit tout à l'heure. Et en fait, à l'époque, on mettait tous les réseaux en vide sanitaire. Donc, qui dit vide sanitaire dit des équipements, des réseaux qui sont invisibles. Et quand il y a un souci dessus, on peut mettre du temps avant de le constater, que ce soit pour la vapeur, que ce soit pour l'eau ou pour l'électricité. Je dis électricité parce que le vide sanitaire souvent est inondé ou inondable chez nous. Donc du coup, ce qu'on a fait comme travail, c'est qu'on a remis beaucoup de réseaux en aérien, en fait, puisque une fuite d'eau, si elle est au-dessus de votre tête, vous la voyez tout de suite, alors que si elle est sous vos pieds, vous la voyez pas. Donc ça, c'est quelque chose déjà d'important pour bien visualiser et puis pour sensibiliser les personnes aux fuites d'eau.
Nous, comme en fait le gros de la consommation se fait au niveau des tunnels de lavage, c'est plutôt les laveurs. Il y en a on a une équipe de une personne, enfin une à deux personnes qui sont sur ce secteur-là. Et tous les jours, ils font des relevés pour voir si la consommation d'eau elle est cohérente ou s'il y a un dérapage. On a également, depuis le début de l'année, un relevé qui nous est transmis par la SOR, ce qui n'était pas le cas avant, parce que la ville de Quimper vient changer de prestataire, passer d'un prestataire qui était Veolia à un prestataire qui est la SOR. Et avec la SOR, on a un relevé vraiment quotidien de nos consommations d'eau. Donc on peut suivre nos consommations d'eau et on a aussi les consommations week-end. Donc on peut voir si le week-end, effectivement, la blanchisserie étant à l'arrêt, si on a une fuite d'eau, on va tout de suite voir qu'il il y a un élément qui est pas normal, où on va voir une consommation d'eau sur 48 heures, alors que normalement, tout étant à l'arrêt, on n'a pas de consommation, à moins que quelqu'un soit venu dans la blanchisserie. La sensibilisation du personnel, alors oui, l'équipe maintenance est sensibilisée, les laveurs sont sensibilisés, mais effectivement, et j'ai entendu ce que vous venez de dire précédemment, et c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on se penche aussi, puisque effectivement on a beaucoup de sanitaires, on a des normes d'hygiène aussi qui font que les gens se lavent les mains, et on ne s'est jamais penché sur la question d'avoir des mousseurs sur la robinetterie et autres. Donc voilà, il y a encore des points sur lesquels on peut s'améliorer. Je ne sais pas si j'ai balayé toute la diapo. Alors, on n'a pas discuté avec Serena préalablement, hein, puisque ça s'est fait un peu vite la remise du rapport. C'est vrai que on a des éléments qui sont contradictoires. Par exemple, équiper des laveuses de systèmes de récupération d'eau. Alors oui, c'est des équipements qui sont intéressants au niveau consommation d'eau. Par contre, ils sont souvent mis à l'arrêt parce ils représentent des problèmes bactériaux en fait. Pourquoi? Parce qu'autant sur un tunnel de lavage, on va avoir une récupération de l'eau et une recirculation d'eau qui va être instantanée. Or, sur les systèmes de laveuse, en fait, le bain de récupération, il va être stagnant et les tests qui ont été faits, alors je dis ça pour Serena plus pour le futur, les tests qui ont été faits, effectivement, montrent qu'on a une contamination microbio qui est vraiment très forte dans ces équipements-là et pour la plupart, aujourd'hui, ils sont mis en stand-by, en fait. D'accord, OK. Si Guillaume est toujours là, je ne sais pas s'il me contredira ou s'il dira la même chose que moi. Mais non, Christophe, je vais aller dans ton sens. Ouais. Voilà, non, non, effectivement, c'est des systèmes qui ont pu, par le passé, présenter un intérêt, mais comme vient de le dire Christophe, très justement, il y a un sujet de stockage de l'eau, et là, vu le profil des personnes présentes, il y a aussi des coûts d'installation sur des petites laveuses, etc. C'est vite délirant, donc c'est quelque chose qui, effectivement, est plus à l'abandon qu'en déploiement. OK, très bien. Ouais, c'est bien à savoir. Merci Euh, beaucoup. Merci Guillaume. Et effectivement, pour l'optimisation du fonctionnement des laveuses, il vaut mieux travailler sur la chimie du lavage, hein, avec les professionnels qui desservent, j'imagine, les établissements qui ont des laveuses, qui eux seront travaillés la chimie, donc les dosages et surtout sur les cycles de lavage et les cycles de rinçage. Effectivement, dès qu'on a une chimie qui est un petit peu plus performante, on va avoir du rinçage qui va être moindre et donc forcément des économies d'eau, quoi. Qu'est-ce qu'on avait identifié encore? Ouais, oui, effectivement. Alors, c'est vrai que les fournisseurs de matériel de blanchisserie proposent aujourd'hui des packs tout compris où on peut avoir des outils de suivi du process, de la productivité des équipements, des consommations électriques, des consommations d'eau. Donc ça, c'est des choses qu'on va retrouver dans le futur, hein, bien évidemment. Donc le plan de maintenance préventive, oui. Alors, ça, c'est important, effectivement, mais nous, c'est vrai qu'on travaille sur des réseaux qui sont aériens, donc maintenant, on a une meilleure vision de ce qui se passe. Les équipements, nous, on a remplacé beaucoup de matériel déjà, donc là, une fois on a un tunnel de lavage qui sera remplacé d'ici 3 semaines, donc là, une fois que ça sera fait, on aura fait le tour du sujet. Et effectivement, l'idée à terme, c'est aussi comme l'a fait donc Guillaume dans sa blanchisserie, c'est de basculer le linge des résidents aussi dans les tunnels de lavage, ce qui est assez novateur aujourd'hui, hein, puisque beaucoup sont encore sur de la laveuse et soreuse. Et donc, effectivement, là, forcément, on passe de 12 litres kilo à 3-4 litres kilo sur une tonne de linge lavé à peu près par jour pour le linge des résidents. Vous voyez, ça fera vite des économies d'eau également. Mais ça demande de modifier les organisations, tout un process. Donc ça se fait, c'est une vision globale de la prestation linge résident qu'il faut prendre en compte.
Intégrer l'établissement dans un projet régional de baisse des consommations, mais ça, on en est pleinement conscient. En 2022, le Finistère a été touché plus qu'habituellement, hein, en termes de pénurie d'eau. Et c'est vrai que le préfet nous avait demandé de baisser notre activité de 25%. Donc voilà, pour traiter du linge hospitalier, je ne sais pas comment on aurait fait, quel établissement on n'aurait pas livré. Il aurait fallu que je pose la question aux directions. Mais oui, on a eu des contraintes. Bon, ça n'a pas été jusque-là, mais effectivement, on avait nécessité de remonter toutes nos consommations d'eau sur la période estivale pour voir si les points de captage pouvaient tenir sur la période. Et ça a été le cas encore cette année en 2025, où là, on n'a pas eu de contraintes en termes d'activité, mais par contre, l'Adréal nous a demandé, comme à tous, j'imagine, toutes les ICPE, de remonter les consommations d'eau. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que le travail qu'on a fait sur la décennie qui vient de s'écouler, on a eu un contrôle. On parle de l'eau, là, on a eu un contrôle DREAL qui était en début d'année 2025 et qui n'a porté que sur l'eau, alors que le périmètre d'activité des blanchisseries est beaucoup plus large et le périmètre de contrôle aussi. Mais là, le contrôle n'a porté vraiment que sur l'eau. C'est vraiment signe que c'est un point sur lequel appuie fortement le préfet de la région Bretagne. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres diapos, Serena. J'avais pas fait d'autres diapos, Ouais. mais je Donc pensais aussi intéressant peut-être d'aborder la question de la réutilisation des eaux non conventionnelles avec des eaux de pluie ou de la réutilisation d'eau. Enfin, du coup, le système de récupération du nouveau tunnel de lavage que vous avez va de Ouais, toute alors c'est vrai que façon les intégrer le tunnels de lavage, recyclage. hein, on arrive à des consommations qui sont très basses, hein, 3 à 4 Mm, litres par kilo. Pourquoi? Parce qu'on récupère une partie de l'eau c'est ça. qui a été qui sont les eaux de rinçage principalement, et qu'on va réutiliser en tête de lavage sur la partie de process du tunnel qui est le pré-lavage ou le lavage, en fait. Donc là, forcément, on va faire chuter la consommation d'eau. Mais il y a un point que je voulais aborder aussi, c'est un peu le paradoxe qu'on a, nous, enfin, en blanchisserie industrielle, c'est qu'on nous demande, d'un côté, l'Adréal nous demande de baisser la consommation d'eau. Donc, oui, c'est ce qu'on fait, pas, pas, pas que parce qu'on est des écologistes convaincus, mais c'est aussi une raison économique. Euh, et à contrario, ils nous demandent d'avoir des rejets toujours plus propres. D'un côté, on va baisser la consommation d'eau, donc on va concentrer nos rejets fortement en tout ce qui est paramètres physico-chimiques, DCO, DBO, matière en suspension. Donc là, il y a un peu contradiction, je dirais, entre ce que la même personne peut nous demander, d'un côté de baisser la consommation d'eau, et de l'autre côté nous demander d'être plus vertueux en termes de chimie qu'on va ramener ou de contaminants qu'on va ramener vers les stations d'épuration. Ouais, Là, l'enjeu là-dessus va être plutôt autour des produits du coup utilisés, j'imagine. oui, c'est ça, ou des pré-traitements qui pourraient être réalisés. Donc, nous, on fait peu de pré-traitements, puisqu'on fait que ce que nous demande la ville de Quimper, c'est-à-dire à baisser le pH et à baisser la température. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, je sais que nous, notre convention de rejet sera remise sur la table en 2026, et on sait déjà qu'on aura 200 paramètres physico-chimiques à aller rechercher pour montrer qu'on est plus ou moins bon sur ceci, et dont des éléments que, alors, franchement, j'ai jamais entendu parler, quoi. Donc, voilà. Donc, je pense que oui, pour tous ceux qui rejettent dans les stations d'épuration, demain, ce sera plus difficile qu'aujourd'hui. Oui. J'ai plus grand-chose d'autre à vous dire. Je remercie de votre écoute. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai pas mis mes coordonnées, mais je pourrais les donner, que ça soit pour les établissements qui ont. Alors, je pense pas qu'il y ait des établissements, excepté la blanchisserie des Pays de Rance, qui est les tunnels de lavage, mais pour les laveuses et soreuses, oui, bien évidemment, on peut apporter notre aide à d'autres établissements présents lors de cette vidéo. Monsieur Baldino lève la main. N'hésitez pas, prenez la parole, monsieur Baldino. Ok, je voulais pas couper la parole à mon confrère. Non, donc après, juste pour compléter ce qui vient d'être dit et pour rester dans le thème du webinaire, il faut s'interroger sur l'ensemble finalement de la boucle. Alors là, pour du linge en l'occurrence, à savoir donc les blanchisseries hospitalières notamment, où on a une partie de linge pour lequel nous sommes les acheteurs et une partie pour laquelle nous pouvons être en position de blanchisseur.
Donc vous achetez du linge, vous nous confiez. Et donc quand on parle des rejets, de la qualité de l'eau, il y a vraiment de s'interroger sur l'ensemble, c'est-à-dire quand j'achète mon linge, eh ben, j'achète quoi? Voilà, parce qu'il y a des coûts à faire, il y a du coup du pas cher, mais après, et notamment à ce que vient de dire Christophe, nous on va le retrouver dans nos rejets et il y a un enjeu du coup global où les blanchisseries, comme on va venir nous chercher sur ce qu'on rejette, il y a des éléments dans nos rejets qui ne proviennent pas de nos produits chimiques ou de notre linge, mais de ce qu'on nous confie. Et donc, il y a un vrai sujet aussi au niveau de l'achat et notamment de sa mutualisation quand on fait partie de groupement, de ce que la blanchisserie va fournir demain. Et pour ceux qui lavent encore en interne avec des petites laveuses, au-delà du pilotage, vous aurez aussi, quand on a connu les périodes de sécheresse, à rendre des comptes, hein, puisque c'est ce qui nous a été dit, sur le pourquoi les pâtes consomment. Et moi, j'ai été très étonné par votre chiffre de 150 litres par résident en moyenne, qui correspondrait à un usage domestique, puisqu'aujourd'hui, un EHPAD qui a ne serait-ce qu'une laveuse, va juste sur sa laveuse consommer bien plus que ce que vous avez annoncé. Donc moi là-dessus, je pense qu'il y a quand même un sujet, puisque quand on avait le top 10 des établissements consommateurs d'eau dans les régions concernées par la sécheresse, on trouvait beaucoup d'EHPAD et beaucoup d'EHPAD équipés de laveuses essoreuses. Là, c'était plus pour un EHPAD qui n'avait pas de blanchisserie, hein, le 150 litres. D'accord. Ouais, sans blanchisserie, sans cuisine. Et juste pour rebondir sur ce que et mettre un exemple en avant, c'est vrai que nous, on a fait des relevés suite au passage de l'Adrial, parce qu'on ne les faisait pas avant, sur la recherche d'hydrocarbures. Et on a des taux d'hydrocarbures dans l'eau qu'on rejette qui sont assez exceptionnels, enfin assez très hauts même, et on est incapable de dire aujourd'hui pourquoi, quoi. Et Est-ce que effectivement, ce serait pas dans le linge oui, enfin, voilà, dans le on textile? va pas rester sur les achats de linge, mais c'est vrai qu'on achète du linge via des centrales, comme l'a dit Guillaume, hein, je ne les citerai pas, qui vient de l'autre bout de la planète, et on ne sait pas trop comment est teint le linge, ce qu'on met dedans pour le teindre, mais je pense qu'on le retrouve au bout du bout dans nos effluents. Du coup, comme on a un petit peu commencé, on va continuer le temps d'échange. N'hésitez pas donc à poser vos questions aux différents intervenants ou à partager éventuellement des ressentis ou des informations que vous trouveriez utiles à partager. Voilà. Pas de questions? Ah oui, monsieur Cantel? Oui, j'avais 2 questions, s'il vous plaît. Est-ce que les récupérateurs d'eau de pluie commencent à être une pratique courante en déploiement dans les hôpitaux malgré la réglementation DREAL? C'est la première question. Et la deuxième, est-ce que le bio-nettoyage à microfibre haut de gamme, donc uniquement à l'eau sans produits chimiques, est également une pratique de plus en plus déployée qui permet de réduire entre autres la consommation d'eau en plus de la suppression des produits chimiques? Je vous laisse répondre pour la première question peut-être, pour la récupération des eaux de pluie ou pas du tout? Enfin, je peux répondre aussi, pas de souci, mais À qui vous... David ou Christophe, comme vous le souhaitez. Il n'y a Bah, pas de récupération chez nous. D'accord. ouais, chez nous non plus. Alors, il y a un décret qui est tombé si je dis pas de bêtises, au mois de juin, qui prévoit dorénavant qu'on peut réutiliser de l'eau grise pour les process de lavage industriel, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, c'est tout neuf. Et là, je pense que oui. Alors pour les blanchisseries publiques, je ne suis pas convaincu que ça se mette en place demain. Par contre, les blanchisseries privées, oui, sont très intéressées par ces dispositifs-là, surtout celles qui sont situées dans des régions où la difficulté de s'approvisionner en eau est très forte. Ouais. Mais oui, c'est des choses qu'on va voir arriver là dans les 5 ans qui viennent de manière très forte dans le périmètre. Alors, périmètre industriel, hein. Périmètre hospitalier, ça, je ne me positionnerai pas. D'accord. En fait, sur la question plus du périmètre hospitalier, il y a des expérimentations qui sont autorisées. Il y a un communiqué qui a été produit par l'ARS justement d'un collègue qui s'appelle Yann Julou, d'ailleurs en Bretagne, qui présente justement les différentes possibilités d'utilisation d'eau non conventionnelle
dans les établissements hospitaliers recevant du public sensible, etc. Et il y a des possibilités d'expérimentation, d'utilisation complète peut-être pas, mais en tout cas sur par exemple des chasses d'eau ou du nettoyage, blanchisserie, ce genre de choses, ça peut être éventuellement expérimenté. Donc voilà, l'agence de l'eau essaye de proposer aussi des financements enfin, sur ce sujet-là. Et votre deuxième question, c'était sur le bio-nettoyage. Donc c'est encore un sujet qui est en réflexion. Je sais que que Léa Taton travaille notamment dessus de son côté. Donc Léa, si tu as éventuellement des réponses là-dessus, ou en tout cas si tu as eu des petites infos depuis qu'on a échangé la dernière fois. Pour l'inst- Euh, pour l'instant, j'ai pas eu plus d'infos parce que en ce moment, on est en plein dans le bilan carbone, donc on a mis un petit peu ça de côté pour l'instant. Et c'est un projet qui devrait revenir courant octobre. Voilà, donc j'aurai peut-être plus d'éléments à apporter en octobre d'ici là. Chez, chez nous, à l'hôpital de Mende, sur la maternité, on a déjà les lingettes microfibres. Donc tout est fait à l'eau. Il n'y a plus de produits à la maternité et à la pédiatrie. Et ça fait 3 mois qu'on en est comme ça. Est-ce qu'ils sont en train d'essayer d'avoir le label THQSE, je crois que c'est un truc comme ça. Donc voilà. On le fait déjà, enfin ils le font déjà, pardon, sur la maternité et la pédiatrie de notre côté. Le centre hospitalier de Quimper aussi, Stéphane, est avancé là-dessus, hein, sur la partie nettoyage à l'eau, puisqu'il traite, alors il faudrait se rapprocher d'Anthony Le Gall, il traite déjà tout ce qui est bureau administratif sans utilisation de produits chimiques, et je crois également la maternité, il travaille sur le sujet également. Ah, Moi, d'accord. Merci de je, l'info. ouais, je vais juste compléter parce qu'en introduction, vous avez parlé de matériel haut de gamme. Bon, il faut savoir que pour laver à l'eau, il faut du matériel correct, mais pas ce qu'on appelle du haut de gamme avec de la frange à 15 ou 20 euros, comme j'ai pu voir historiquement. Donc aujourd'hui, dans le groupement blanchisserie des Pays de Rance, donc on a fait le choix que la blanchisserie fournisse le matériel. Et donc, du coup, nous, on a de la frange lavage à l'eau, donc des bandeaux de sol, pardon, lavage à l'eau, et on fournit un type de microfibre. Une grande majorité des membres du groupement donc, prend du coup notre matériel. Et donc, comme il y a des collègues peut-être du GHA qui sont connectés, aujourd'hui, on a déployé donc, sur une grosse partie du groupement cette méthode et ils le font même au bloc opératoire, en ST et compagnie. Donc, pas hésiter à prendre attache auprès d'eux pour la partie hospitalière et prise en charge avec du coup ce système sans chimie. D'accord, merci beaucoup. Parce que c'est vrai que sans cette nouvelle pratique, concrètement, ici, je ne sais pas si vous connaissez, on dilue une dosette sur Fagnos de 20 millilitres dans 8 litres d'eau pour nettoyer. Et en fait, bien souvent, une bonne partie du bidon de 8 litres est jetée une fois que le nettoyage est fait. C'est vrai que c'est une étude qui a été menée depuis 2-3 ans, mais la personne qui aurait pu approfondir est partie. Mais c'est quand même un sujet qui revient souvent en fait au sein des hôpitaux. Et ce qui est dit, alors j'en sais pas plus, hein, je n'ai pris que connaissance, ce qui est dit, c'est que ça fait vraiment économiser de l'eau. Bon, le fait de passer à des lingettes, des microfibres qui imprègnent, enfin qui récupèrent les bactéries sans eau en fait. Il y a un travail qui est important qui est mené par une grande partie des maternités bretonnes qui échangent beaucoup entre elles et c'est vrai que ces maternités ont très largement avancé sur la microfibre ou alors le nettoyage vapeur également. Donc, faut pas hésiter éventuellement à revenir vers moi pour avoir des retours d'expérience sur le sujet. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? J'avais la question, moi, Monsieur Morelière, est-ce que vous avez repéré des fuites quand vous êtes arrivé, des fuites d'eau, parce que je vois que vous avez un suivi qui est réalisé avec des sous-compteurs. Est-ce que vous avez beaucoup de sous-compteurs et qui vous permet de suivre un petit peu ces risques de fuite d'eau? Alors, nous, sur la cuisine, je vais parler, parce qu'après tout le reste du CH, je ne le gère pas. Pour la cuisine, en tout cas, depuis qu'on a le sous-compteur, justement, au départ, on pensait qu'on avait des grosses fuites d'eau vu les consommations. Quand j'ai vu avec mes collègues leur consommation, je me dis qu'on n'est pas si déconnant que ça.
Par contre, le soir, quand ils partent, on voit que le compteur ne tourne plus. Et on a un compteur qui est bien fait et on voit la consommation au litre à l'instantané. C'est pas au mètre cube, on a le global au mètre cube, mais derrière on le voit au litre aussi. Donc on voit si dès qu'un robinet coule, on le voit. Et donc on n'a pas du tout de fuite parce que, en tout cas, entre 9h du matin et 6h du matin, il n'y a pas eu un litre qui est parti. Donc la fuite doit être minime s'il y en a eu. Voilà. Et Ouais, pour C'est le- l'avantage d'un compte- compteur. ouais, C'est l'avantage pardon. Le d'un compteur compteur à prévisionnaire, portée ça des offre. yeux. Oui, voilà. Le compteur à portée des yeux, c'est super. Ouais. Ouais. Oui. Mais effectivement, pour aller dans le même sens, je pense que ce soit l'électricité ou l'eau, maintenant on est beaucoup en télé-relevé. Et les opérateurs sont capables de nous fournir nos consommations d'eau au quotidien et avoir un suivi quotidien de nos consommations. Donc ça, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant de travailler avec la SOR là-dessus, pour se dire, bah, effectivement, comme je disais tout à l'heure, nous on a beaucoup de réseaux qui sont encore comment, enfin, il y en a une partie qui est de nouveau en aérien, mais il y a une partie encore qui n'est pas visible. Et de se dire, bah, la partie qui n'est pas visible, est-ce qu'elle fuite ou est-ce qu'elle fuite pas? Et avoir le relevé, effectivement, sur une période où la blanchisserie est à l'arrêt, et de se dire, bah, on a arrêté, comme vous venez de le dire, à telle heure, et on avait tel relevé de compteur, on redémarre, le compteur est toujours au même point. C'est quand même c'est quand même rassurant, on va dire, pour notre suivi, quoi. Oui, chez nous, c'est parti du fait que pour les produits d'entretien, ils marquaient au départ la date d'ouverture pour savoir la consommation. Après, ils ont mis un tableau à côté pour savoir si les produits ont consommé plus ou pas. Et on est parti après pareil, en faisant pareil pour les compteurs d'eau. Donc, je pense que d'ici un an ou deux, on aura vraiment un vrai recul là-dessus pour l'eau. Là, vous avez quelqu'un qui doit faire le relevé, je dirais. Alors qu'avec le télé-relevé, ça se fait en Ah automatique. oui, C'est quand même, oui. là, il y a plus d'oubli. Tous les jours, ça tombe sur votre bureau et vous pouvez mettre des seuils d'alerte et autres. Donc, c'est quand même, c'est un super outil, quoi. Enfin, c'est comme l'outil informatisé, quoi, on va dire. Oui, Bah, tout à fait. sur ce sujet-là, le GCS va essayer d'ouvrir un marché d'achat de compteurs d'eau, justement, avec du coup la télérelève intégrée pour les établissements qui sont donc adhérents au GCS. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, que ce soit moi ou Frédéric, pour plus de questions sur ce sujet-là, parce que du coup, on va essayer de lancer un marché d'achat, donc autant sur de l'achat de compteurs que aussi des campagnes de recherche de fuite. Donc voilà, c'est pour permettre à nos adhérents de pouvoir travailler sur ces consommations-là et sur ces questions-là. La remontée des besoins est déjà en ligne, je crois, hein. C'est ça, je vous ai envoyé, normalement, vous avez dû recevoir dans vos mails, peut-être là, il y a 3-4 semaines là, un questionnaire sur vos besoins, sur, l'estimation que vous faites, de vos besoins en compteur d'eau et sur, aussi, si vous êtes intéressé par, une campagne de recherche de fuite dans votre établissement. Donc si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à me renvoyer un petit mail ou à Frédéric pour qu'on vous renvoie le questionnaire. Ça nous permet aussi, nous, de dimensionner, le nombre de compteurs qu'on pourra acheter pour ensuite, les proposer à nos adhérents. Voilà. Si personne, Frédéric, ou si tu as quelque chose à ajouter ou si personne d'autre, a quoi que ce soit à ajouter, je vais vous libérer et je vous remercie, donc de votre attention. Il y aura un autre webinaire qui sera organisé, probablement l'année prochaine, ouais, début de l'année prochaine, sur d'autres questions, de sobriété. Là, aujourd'hui, c'était un peu plus focus, service périphérique. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous a, que ça a été intéressant pour vous et puis je vous souhaite une excellente journée. Merci bien. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à tous. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir.